suis Hervé Cotin, je suis astrochimiste, je suis le président de la Société française d'exobiologie et au nom du conseil d'administration de la SFE, je suis vraiment très, très heureux d'accueillir Sean Raymond qui a accepté de participer à cette nouvelle édition de nos webinaires. Donc, Sean est astrophysicien, chercheur au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Donc, Sean est spécialiste de la formation des planètes et de l'évolution de leur orbite, alors dans le système solaire pour les planètes, mais aussi pour les exoplanètes. Alors, c'est en anglais, mais si ça vous intéresse, Sean a un blog qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Planète Planète et au sein duquel il essaye de vulgariser, en tout cas d'expliquer les tenants et les aboutissants de ses recherches. Et je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il m'a fait le plaisir de, de m'en donner un exemplaire. Voilà, Sean a écrit un livre, et alors c'est de la poésie sur l'astronomie, l'astrophysique, les planètes. Donc ça s'appelle Black Holes, Stars, Earth and Mars, a Book of Astronomy Poems. C'est très agréable à lire. Alors je pense que vous ne le trouverez pas dans votre librairie de quartier. Voilà, vous pourrez le trouver en ligne, par contre, sans problème. Donc, je vais donner la parole à Sean. Je vous rappelle que vous pouvez alors on ne va pas interrompre Sean pendant le webinaire, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et vous pouvez me préciser si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez que je lise la question pour vous. Et puis voilà, je pense que je vous souhaite un très bon webinaire. Je suis certain qu'on va apprendre plein de choses passionnantes et je te remercie Sean et je te laisse la parole. Merci bien pour l'introduction, Hervé, c'est sympa. Je suis très content d'être là avec vous. Je vais partager ma présentation. Normalement, vous voyez mes slides là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'idées, de grandes idées sur l'origine du système solaire, les processus qu'on pense ont dû avoir lieu pour expliquer la structure de notre système solaire, et aussi les petits points clés des branchements en fait dans l'évolution du système solaire qui auraient pu amener à un système très très différent. Et on explorera un petit peu les autres chemins qui auraient pu mener à des autres systèmes très différents du nôtre. Donc il y a un peu le rôle de l'aléatoire, c'est pour ça que je mets les dés là. Et je vais parler de choses qui sont au courant, qu'on met dans les articles scientifiques et tout ça, mais je vais essayer d'expliquer la plupart des choses un petit peu en mode BD. Et la raison pour ça, c'est juste parce que je trouve que c'est un peu la façon dont c'est logé dans ma tête au moins. Quand je réfléchis à des choses, je ne réfléchis pas à des figures très compliquées avec plein de lignes, mais plutôt en mode assez simpliste. Donc, j'essaie de communiquer comme ça, mais ça ne veut pas dire que les choses que je montre sont très simplistes ou qu'il n'y a pas beaucoup de détails derrière. C'est juste pour expliquer. Et si vous avez envie je peux vous donner tous les détails que vous voulez techniques si ça vous intéresse. OK, démarrons. Donc, voilà l'outline de ce dont je vais parler. Donc, au début, je vais faire juste une petite expérience que je fais souvent dans ce genre d'exposé. Donc, certains d'entre vous l'auront déjà vu, mais c'est juste pour mettre en termes de ce qu'on connaît des exoplanètes, comment est-ce que le système solaire se situe dans un contexte plus vaste. Ensuite, on parlera des ingrédients de formation planétaire qui entrent dans les modèles de la formation du système solaire, les mécanismes physiques, et ensuite les modèles plus grands, les modèles globaux qui peuvent expliquer la structure du système. Et ensuite, on parlera un petit peu de ce qui aurait pu être différent si jamais les choses s'étaient déroulées légèrement différemment pendant la création de notre système. OK, donc pour démarrer, on connaît tous très bien notre système solaire. On a 8 planètes, 4 petites planètes rocheuses près du Soleil, 4 grandes plus loin. Et
si on veut mettre le système solaire dans un contexte plus grand, une façon de faire ça, c'est de se dire, ben, si on cherchait des exoplanètes autour du système solaire, donc si le Soleil était une étoile lointaine dans notre échantillon, et on avait exactement la technologie que nous avons sur Terre maintenant, ben, et on cherche à trouver le nombre maximum de planètes, quelle planète est-ce qu'on trouverait autour du Soleil? Et la réponse, c'est une seule, c'est Jupiter. On ne trouverait pas les planètes rocheuses parce qu'elles sont trop petites. C'est pas qu'elles sont trop petites, c'est qu'elles sont trop petites et un peu trop loin du Soleil pour être facilement trouvables. On ne trouverait pas Saturne, Uranus ou Neptune parce que leurs périodes orbitales sont trop longues. Mais si on avait un survey, si on suivait le Soleil en vitesse radiale pendant une dizaine, une vingtaine d'années, on pourrait trouver Jupiter. Et donc, on mesurerait la taille de l'orbite de Jupiter et sa masse à peu près. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le système solaire, le système extrasolaire, c'est vraiment que le Soleil et Jupiter. Donc, dans un contexte plus grand, on peut poser la question, donc, en termes de tout ça, qu'est-ce qu'on connaît des Jupiters autour d'autres étoiles? Comment notre système de Soleil-Jupiter se situe là-dedans? Et donc, voilà une façon de regarder ça. Donc, commençons en haut avec les étoiles style comme le Soleil, les étoiles FGK. Donc là, la largeur du trait, ça correspond à la fréquence de différentes possibilités. Donc, on commence avec 100% d'étoiles comme le Soleil. Ensuite, on pose une question. Quelle fraction de ces étoiles ont en orbite une planète de la masse environ de Jupiter? Et la réponse à ça, c'est à peu près 10%. À peu près 90% d'étoiles comme le Soleil n'ont pas de Jupiter, n'ont pas de planètes géantes comme ça. Une grande majorité, une grande partie ont des planètes comme les super-Terres ou les mini-Neptunes, ou bien pas encore de planètes détectées à ce jour, mais seulement à peu près 10% ont des Jupiters. Okay. Prochaine question, c'est quelle fraction de ces planètes qui ont à peu près la masse ou la taille de Jupiter sont sur des orbites comme notre Jupiter, c'est-à-dire une orbite assez lointaine et assez circulaire. Et la réponse, ça dépend exactement comment on définit lointaine et circulaire, mais avec des choix assez raisonnables, on trouve à peu près 10%. Donc, ça veut dire que 90% des Jupiters autour d'autres étoiles ont des orbites très différentes que notre Jupiter. Donc, c'est plutôt des Jupiters chauds, c'est-à-dire sur des orbites très, très proches de leur étoile, ou sur des orbites très élongées, très étirées, très excentriques, comme on dit, autour de leurs étoiles. Donc ça, c'est pas comme notre Jupiter. Donc, ça veut dire qu'ici, en haut à gauche, les systèmes comme le nôtre, c'est dans la minorité des 1% environ parmi les planètes, parmi les étoiles comme le Soleil. Donc, le système solaire est rare, mais pas super rare. On connaît pas mal d'analogues à Jupiter, mais c'est pas que la majorité d'étoiles comme le Soleil ont des systèmes qui ressemblent aux nôtres. Et là, c'est seulement en pouvant détecter qu'une planète. Donc, ça nous dit déjà que notre système est un peu différent et on va explorer ça. Donc, ce qu'on aimerait faire en termes de formation planétaire, c'est avoir un diagramme un peu comme ça, avec des branchements qui viennent des observations des exoplanètes, et de transformer ça dans un diagramme comme cela, où les branchements, ils sont liés à des processus physiques. Donc ça, j'ai juste mis quelques mots qui correspondent à des processus de formation planétaire. La création de pebbles, on dit souvent, des planétésimaux, c'est des objets de la taille de 100 km. Il y a des impacts géants, il y a la migration orbitale, il y a l'accrétion de gaz sur les planètes. Tout ce genre de processus. Donc, c'est là où on veut aller. On veut explorer comment est-ce qu'on explique ce qu'on voit à travers les modèles de formation. Et on peut souvent penser à ces modèles comme être des puzzles. Donc, on trouve facilement des puzzles pour reproduire le système solaire. Et c'est un peu comme ça qu'on fait dans les modèles. Et là, nos pièces de puzzle, c'est des processus physiques. Et on voit comment ils peuvent se mettre ensemble pour expliquer ce qu'on voit. Et parfois, on trouve que deux processus ne marchent pas bien ensemble, ou parfois ils marchent seulement quand l'un va avant l'autre. Il y a plein de détails comme ça. Ouais. Donc, regardons là un peu ces processus de formation, les processus physiques. Donc,
Tout d'abord, là où tout a lieu, c'est dans les disques de gaz et de poussière autour de jeunes étoiles. Et là, on vit dans une ère où on a des images incroyables, provenant en particulier du télescope radio ALMA. On a des images incroyables de ces disques autour de jeunes étoiles. Donc ça, c'est un disque autour de l'étoile HL-TAU, qui est très, très bien connu. Et on voit là, ce qu'on voit, c'est on voit la poussière d'à peu près la taille du millimètre, et on voit que ce n'est pas complètement lisse. La poussière est concentrée dans certains anneaux et un peu appauvrie dans d'autres. Et on pense qu'il y a des planétésimaux, des planètes qui sont en train de se former dans ces anneaux en ce moment. Et donc, quand on va en mode un peu BD, comme je disais, ça ressemble à ça. Donc là, on voit par la tranche un disque de gaz autour d'une jeune étoile. Donc, les premières phases d'accrétion de planètes, on pense que ça commence dans ces disques. Il y a des grains de poussière qui s'agglomèrent les uns aux autres. Et quand ils deviennent assez grands, à peu près la taille du millimètre environ, ils commencent à avoir assez d'inertie qu'ils n'orbitent plus avec le gaz, mais ils veulent orbiter légèrement plus vite. Et ce que ça fait, c'est que ça fait qu'il y a un petit peu un vent de face venant du gaz qui fait que les orbites de ces poussières grandes, ils bougent dans le temps, ils perdent un peu d'énergie et ils se rapprochent du Soleil. Et parfois, ils peuvent se concentrer dans un certain endroit. Et quand ils sont assez concentrés, ils peuvent se concentrer encore plus par certaines instabilités, comme l'instabilité de streaming, on dit. Et à travers ce genre d'instabilité, ça peut créer des concentrations de poussière qui viennent de plus en plus concentrées jusqu'à ce qu'ils ont assez de gravitation pour directement devenir des objets plus grands, des objets de la taille de centaines de kilomètres. Donc, ça saute directement d'objets de la taille du millimètre ou peut-être centimètre, ils s'agglomèrent, ça devient des planétésimaux. Donc, ça, c'est un peu la première phase de croissance des planètes. Et les planétésimaux, c'est ce qu'on pense, on les pense comme étant vraiment les briques de construction des planètes. La prochaine phase de croissance, c'est les planétésimaux qui rentrent en collision l'une avec l'autre. Et aussi, ils peuvent toujours accréter cette poussière qui continue à bouger dans le disque. Et on appelle la poussière comme ça, qui peut bouger par rapport au gaz. C'est ce qu'on appelle parfois des pebbles ou des galets. En français, les galets. Et donc, on pense que les planétésimaux qui se forment assez proches du Soleil, ils sont rocheux. Et plus loin qu'une certaine température, là où il fait assez froid, il y a des glaces qui peuvent être incorporées dans les objets solides. Donc, plus loin que la ligne des glaces, ça correspond à une température là où l'eau peut être solide au lieu de en vapeur, parce qu'on ne peut pas avoir de l'eau liquide parce que la pression est trop basse dans ces environnements. Là, au-delà de la ligne des glaces, les planétésimaux peuvent se former avec l'agglomération de glace et aussi de roches. Et avoir plus de matériel pour accréter, ça fait que l'accrétion est beaucoup plus rapide au-delà de la ligne des glaces. Et donc, selon nos modèles, il y a beaucoup de raisons de penser que près du Soleil, le temps qu'il faut pour faire grandir des planétésimaux jusqu'à ce qu'on appelle des embryons planétaires, qui sont des objets de la taille de la Lune ou de Mars, c'est-à-dire 1 ou même 10% de la masse de la Terre, dans le temps qu'il faut pour faire grandir ces objets-là près du Soleil, au-delà de la ligne des glaces, les embryons planétaires sont déjà plusieurs fois la masse de la Terre. Donc, on peut penser à ces embryons-là qui sont glacés comme étant les cœurs de planètes géantes, par exemple. Et quand on regarde à l'intérieur de planètes géantes, comme Jupiter, on voit leur structure interne. Ils ont un noyau au milieu, même si le noyau n'est pas aussi ferme que ça, c'est un peu diffus, mais on pense que ces planètes géantes se forment à partir de petites en grand. C'est-à-dire qu'ils se forment un noyau d'abord et ensuite ils accrètent du gaz directement du disque. Donc ça, c'est le modèle qu'on appelle cœur accrétion. On pense que les planètes géantes, ils commencent aussi petits, mais ils accrètent le gaz, c'est ça. Donc ça, c'est une autre pièce du puzzle qu'on va mettre ensemble. Un autre, c'est que quand les planètes deviennent assez grands, comme les géantes gazeuses, ils deviennent grands dans le disque de gaz, puisque les planètes gazeuses sont faites de gaz, ils doivent accréter très tôt pendant qu'il y a toujours le gaz dans le disque autour du jeune Soleil. Et ce que ça fait, c'est que ça peut faire
les interactions entre les planètes qui grandissent et le disque de gaz peuvent aussi faire que les planètes migrent. Donc, voici une animation très jolie de Frédéric Masset. Et ce qu'on va voir, c'est une planète qui va migrer. Sa masse va augmenter en même temps. Donc, on va voir plus elle s'approche du Soleil et plus ça déplète un petit anneau autour de son orbite. Et ça crée un sillon. Okay, donc, vous voyez ça, ça va commencer. Donc là, au début, ça va être une planète de quelques fois la masse de la Terre. Et là, ça augmente en masse, son orbite diminue et en même temps, ça grandit, sa masse devient plus grande et ça vide ce sillon en gaz autour de son orbite. Okay, je vous le montre encore une fois parce que c'est joli, c'est assez joli. Mais ça, l'idée là, ça, c'est la migration orbitale. Et là, ce qu'on voit, c'est la caméra qui suit la planète. En vérité, la planète tourne autour du Soleil, mais c'est juste que notre caméra dans la simulation, dans cette animation, suit la planète, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un autre ingrédient très important. Et on peut facilement imaginer que des planètes se rapprochent du Soleil ou de leur étoile, c'est-à-dire que parfois, ils doivent juste tomber là-dessus. Et on pense que ce n'est pas le cas, en fait, parce que les disques ont des bords internes qui sont toujours assez loin du Soleil, de leur étoile. Donc, une planète qui migre vers l'intérieur, elle est arrêtée, en fait, au bord interne du disque. Donc, les planètes ne migrent pas, ne tombent pas sur leur Soleil, ils s'arrêtent à une certaine distance. Un autre ingrédient, c'est les impacts géants entre les embryons planétaires pendant leur croissance. Et l'impact géant qui est le mieux connu, qu'on entend parler, c'est celui qui a créé la Lune. Et voici une nouvelle simulation. Je pense que j'ai mis le lien. En tout cas, cette animation est juste sortie la semaine dernière. C'est une nouvelle simulation à très haute résolution de l'impact qu'on pense à créer la Lune, c'est-à-dire le dernier grand impact sur la prototerre avant la fin de la croissance. Donc, vous voyez là, l'impact a lieu là. C'est super joli, ce genre de choses. C'est une immense perturbation à la prototerre. Ça a probablement fait perdre l'atmosphère de la prototerre. Et ensuite, ça chauffe beaucoup. Et l'impact n'était pas assez énergétique pour juste créer du débris qui s'en allait. Le débris est resté en orbite autour de la Terre. Et à partir de ce qui restait, de ces restes, la Lune s'est accrétée. Donc là, on voit que je pense que c'est celui-là en haut qui devient la Lune dans ce modèle. Et donc, cet impact, on pense que ça a eu lieu seulement environ 100 millions d'années après le début de la croissance des planètes. Par contre, après ce gros impact, tout ce qu'on voit là, l'accrétion de la Lune à partir du débris, ça a pu avoir lieu très, très rapidement, dans quelques jours. Donc, il y a beaucoup d'échelles de temps différents. Il y a des choses qui se passent très, très lentement et d'autres très rapidement. Un autre ingrédient qui est très important, c'est les instabilités dynamiques. Alors, qu'est-ce que c'est une instabilité dynamique? Là, ce que je vais vous montrer, c'est une instabilité qu'on pense a eu lieu dans notre système solaire. Okay? Donc, une instabilité dynamique, ça a lieu quand les orbites des planètes se croisent. Donc, dans certains cas, ça peut rester stable. Par exemple, Pluton a une orbite qui croise l'orbite de Neptune, mais il ne rentre jamais en collision parce qu'il reste dans une résonance protectrice, la résonance 3,2. Mais la plupart du temps, quand les orbites se croisent, ça va mener à quelque chose d'assez violent. Donc, ça peut mener à une collision, comme on a vu sur la collision qui a créé la Lune. Mais quand c'est des objets qui sont assez loin du Soleil et qui sont assez massifs, au lieu d'avoir des collisions, plus souvent, c'est des objets qui ont des rencontres gravitationnelles très fortes et ça mène à des éjections. Donc, vous verrez ce qui se passe. Dans cette animation-là, en vert, c'est des planétésimaux au début et là, en blanc, c'est les orbites des planètes géantes au début. Alors, tout s'est passé avant que j'ai fini de parler, mais vous avez vu l'instabilité qui a eu lieu. Ça va redémarrer. Et puis, je vous raconte encore une fois. Donc là, il y a les orbites de 5 planètes géantes. Jupiter, Saturne, les géants glacés et un autre qui vient de se faire éjecter, c'est-à-dire qui a reçu assez d'énergie orbitale pour quitter le Soleil et ne pas revenir. Et à la fin, ce que fait cette instabilité dans le contexte du système solaire avec cet anneau de planétésimaux, ça fait que les orbites des planètes s'étalent un petit peu et ils s'approchent vraiment
aux orbites qu'on connaît maintenant. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment eu lieu une instabilité dynamique dans le système solaire? Et en fait, il y a beaucoup de raisons. Les raisons viennent principalement des orbites des petits corps. Pour expliquer la ceinture d'astéroïdes, on a besoin de ce genre de choses. Pour expliquer les astéroïdes troyennes qui orbitent avec Jupiter, on a besoin de ça. Pour expliquer les satellites irréguliers de Jupiter et Saturne, on a besoin de ça. Pour expliquer la ceinture de Kuiper correctement, on a besoin de ce modèle. Donc, ça ne veut pas dire que ce modèle est correct, mais il explique beaucoup de choses très bien. Donc, on pense vraiment que ce genre d'instabilité a eu lieu dans le système solaire précoce, et on va en reparler tout à l'heure. Mais quand même, comme je disais avant, l'orbite de Jupiter est assez circulaire. Donc, cette instabilité-là, il n'était pas très violent. Par contre, parmi les exoplanètes, il y a de l'évidence que les instabilités sont beaucoup plus fortes. Donc, ce que vous voyez là, c'est une instabilité beaucoup plus forte. Dans ce cas-là, il y a 3 planètes plus massives que Jupiter. Les orbites des 2 externes commencent à se croiser. Ils ne vont pas rentrer en collision, bien sûr, mais ils ont là une série de rencontres gravitationnelles très proches. À la fin, l'un d'entre eux donne l'autre un coup gravitationnel tellement fort qu'il s'en va, qu'il devient une planète flottante qui orbite parmi les étoiles. Et les planètes qui survivent ont des orbites très excentriques, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on pense que les instabilités dynamiques très, très violentes comme ça ont lieu dans quasiment la grande majorité de systèmes de planètes géantes dans l'univers. Ouais. Pour reproduire les orbites des exoplanètes géantes, il faut au moins 3/4 des systèmes font des instabilités comme ça, peut-être même 90%. Donc, on pense que les instabilités comme ça ont lieu vraiment systématiquement et c'est un ingrédient très important dans la formation planétaire. OK, maintenant on a quelques ingrédients et je vais vous montrer comment on les met ensemble pour essayer d'expliquer la structure du système solaire. Et il y a 5 ans, je vous montrerai un modèle et je dirais, OK, on a la solution, on a un modèle qui marche bien. Mais en ce moment, il y en a plusieurs qui marchent bien. Donc, je vais vous montrer 3 différents. Et ce n'est pas les seuls, mais c'est ceux que, à mon avis, sont les mieux. Si quelqu'un veut faire un débat avec moi plus tard, on peut faire ça. Okay, mais moi, les 3 que je vais vous montrer sont ces 3. Il y a un modèle qui s'appelle le Grand TAC. Celui-là, c'est le plus ancien de ce genre de modèle maintenant. Il date d'il y a plus de 10 ans. Il y a un modèle qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes vide, je pense que c'est plus élégant en anglais, mais peut-être pas. Et il y a le modèle de l'instabilité précoce. Donc, ça c'est un peu comme 3 différents puzzles qui, à la fin, reproduisent chacun le système solaire, mais avec des pièces un peu différentes. Donc, on va regarder chacun en détail. Donc, le Grand Axe, celui-là, ça date on le mettait ensemble avec Alessandro Morbidelli et d'autres, on le faisait en 2010-2011. Et l'idée est assez simple. Donc, voici les planétésimaux, les embryons planétaires qui orbitent le jeune Soleil. C'est comme ce qu'on voyait avant. Les embryons là, ils sont de la taille de Mars près du Soleil, de la taille de cœur de planète géante, donc plusieurs masses terrestres plus loin. Cet embryon-là grandit un peu plus vite, accrète du gaz et devient Jupiter. Qu'est-ce qui se passe en prochain? Comme on a vu dans cette animation, ça devrait migrer. Donc Jupiter se met à migrer un peu vers l'intérieur. Mais Jupiter n'est pas tout seul. Saturne se met à grandir et migrer aussi. Et quand Saturne s'approche de Jupiter, ils ne rentrent pas en collision, mais ils se mettent en fait dans une résonance orbitale. Et dans cette configuration-là, avec les 2 planètes ensemble, avec Jupiter, la planète interne qui est plus massive que l'externe, il y a un effet de migration qui renverse la direction de migration, en fait, qui fait que les 2 planètes peuvent aller vers l'extérieur. Et ce changement de direction, c'est ce qu'on appelle le grand tac. En français, c'est le grand virement de bord, comme on fait en voile. Donc, c'est un effet hydrodynamique qui fait qu'on change de direction. C'est ça l'idée. Et donc là, Jupiter et Saturne, ils changent de direction, ils vont vers l'extérieur. Le disque de gaz s'en va. Il y a une dernière phase d'impact géant parmi les objets rocheux. Et à la fin, on a quelque chose qui ressemble assez bien au système solaire maintenant. Ce n'est pas tout à fait la fin parce qu'il y aurait eu quand même cette instabilité dynamique après, comme on a vu, mais c'est à peu près la fin comme ça. Donc ça, c'est le premier modèle, le Grand TAC.
Le deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de la ceinture d'astéroïdes vide. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce que la supposition qu'on fait, c'est une supposition, c'est que quand les planétésimaux se formaient, il y en a eu plusieurs qui se formaient dans un anneau près de là où est l'orbite de Vénus et la Terre. Ensuite, il y en a eu très peu qui se sont formés dans la ceinture d'astéroïdes. Mais un peu plus loin, il y en a beaucoup qui se sont formés pour former les corps de planètes géantes. Et pourquoi on supposerait ça? Ça reflète un petit peu la structure de notre système maintenant. Parce que parmi les planètes telluriques, elles sont tous assez proches les unes des autres. Et en tout, ça fait à peu près 2 masses terrestres. Et quasiment toute la masse en rocheuse, c'est juste entre l'orbite de Vénus et la Terre. C'est là où est toute la masse rocheuse. Ensuite, la ceinture d'astéroïdes, ceux qui ne sont pas en astrophysique ne réfléchissent pas souvent à ça, mais la ceinture d'astéroïdes, maintenant, est quasiment vide. Il y a moins de 1/2 millième d'une masse terrestre dans toute la ceinture. Donc, il n'y a pas beaucoup en termes de masse là-dedans. C'est vrai qu'on connaît maintenant plus d'1 million d'orbites, 1 million d'astéroïdes, mais en termes de masse, il n'y a pas beaucoup. Et ensuite, plus loin, il y a, bien sûr, il y a beaucoup de masse parmi les planètes géantes et tout ça. Donc, c'est la supposition qu'on fait, c'est si on recule dans le temps, ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de masse dans la ceinture d'astéroïdes dès le début. Et donc, en termes de planétésimaux, comme je disais, il y aurait des planétésimaux rocheux dans un anneau près de l'orbite de Vénus et la Terre. Dans la ceinture d'astéroïdes, très peu de planétésimaux. Et plus loin, il y aurait beaucoup de planétésimaux dans un mélange rocheux et glacé. Et comment on explique ça d'une façon théorique? On pourrait regarder une image comme ça d'un disque autour d'une jeune étoile. Là, ce qu'on voit, la brillance, ça vient de poussière millimétrique. Ça, c'est la taille des objets, de la poussière qui bouge beaucoup dans le disque. Et ce qu'on voit, il y a des anneaux qui sont plus brillants et des autres qui sont plus sombres. Donc, on peut pas facilement imaginer que dans cet anneau-là, il y a le streaming instability qui est en train de se passer, en train de former des planètes, des planétésimaux, mais juste à côté, qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas assez de ces poussières pour faire ça. Et il y a des modèles, juste en la dernière année, il y a eu plusieurs modèles qui montrent que c'est possible, avec des suppositions très, très simplistes, de créer des anneaux de planétésimaux. Voici une simulation de Isidoro qui est sortie cette année, où dans leur simulation de poussière qui grandit et qui bouge dans un disque et se transforme en planétésimaux, là, ils ont créé 3 anneaux de planétésimaux. Donc, un anneau qui était centré là sur un AU à peu près, une unité astronomique, l'orbite de la Terre, un deuxième anneau avec beaucoup plus de masse qui est centré environ sur les orbites de Jupiter et Saturne, et un troisième anneau plus loin, à 20 à 40 unités astronomiques, qui serait un petit peu ces points verts dans la simulation qu'on a vue avant. Donc, ça, c'est un peu juste pour justifier la supposition qu'on fait dans ce modèle de la ceinture d'astéroïdes. Okay? Donc, à partir de ces conditions initiales, qu'est-ce qui sort? Très, très simplement, ça marche très bien. On sort des planètes qui grandissent dans cet anneau de matière deviennent des planètes massives. Ça devient Vénus et la Terre. Les planètes plus petites, ils sont un peu poussées à l'extérieur. Ça, c'est Mercure et Mars. Et ça reproduit très bien, en fait, ce qu'on voit. Ça reproduit la structure des planètes telluriques. On peut se dire quand même que on n'a pas vraiment une ceinture complètement vide. Il y a toujours un peu de matière là-dedans. D'où est-ce que les astéroïdes sont venus? Et j'ai passé à peu près 1 an à répondre à cette question. Et il y a deux réponses. Il y a pas mal d'astéroïdes qui seraient venus de plus loin. Donc, pendant la croissance de Jupiter et la croissance de Saturne, la migration des géants glacés et tout ça, ce que ça fait, ça bouscule les orbites de planétésimaux qui viennent de plus loin. Ils sont balancés dans tous les sens, mais il y a une fraction qui sont balancés vers l'intérieur et qui finissent sur des orbites stables dans la ceinture d'astéroïdes. Parce que si la ceinture d'astéroïdes était vide, c'est comme un grand endroit qui est vide et où il y a de la place pour quelque chose. Donc, il y a pas mal d'astéroïdes, comme les astéroïdes carbonés de type C, qui seraient implantés juste par la croissance de Jupiter. C'est très simple. Et il y en a quelques-uns qui sont balancés un peu trop fort, qui dépassent la ceinture et qui vont livrer un peu d'eau sur les planètes telluriques.
Et ça marche bien aussi. Par contre, il existe des astéroïdes qui ne sont pas vraiment carbonés, qui n'ont pas beaucoup d'eau, et ceux-là, on pense qu'ils seraient venus de l'intérieur. Et donc, pendant la croissance des planètes telluriques, il y a des planétésimaux qui ont des coups gravitationnels qui les balancent vers l'extérieur, et une fraction est implantée dans la ceinture. Et ce processus n'est pas très efficace. Il y a moins que 1 sur 1000 qui est implanté. Par contre, comme je disais, la ceinture est quasiment vide, donc on ne veut pas un processus qui est très efficace. Et quand on fait les chiffres, ça marche très, très bien. Donc, c'est pas intuitif, mais si on commence avec une ceinture complètement vide, juste avec les planètes qui se forment à l'intérieur et l'extérieur, on reproduit comme ça, gratuitement, la ceinture qu'on a. C'est fou. Mais à la fin, je dis ça juste pour montrer que ce modèle de ceinture d'astéroïdes vide, il reproduit non seulement les planètes telluriques, mais aussi la structure du système solaire entier, en fait. Donc, le troisième modèle dont je vais parler, on appelle ça le modèle d'instabilité précoce. Donc, instabilité dans ce cas-là, c'est l'instabilité dynamique comme l'instabilité du modèle de Nice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On commence encore une fois avec les planétésimaux et les embryons planétaires autour du jeune Soleil. Celui-là, il devient Jupiter. Et là, on a les planètes géantes qui se forment. Et ce qu'on suppose, c'est que l'instabilité parmi les planètes géantes a eu lieu très tôt. Et c'est bien possible que c'était le cas. Et auparavant, on pensait que l'instabilité était très tard, mais récemment, c'est les dernières 5 années, on a re-regardé les cratères sur la Lune, et cette idée-là que c'était une instabilité tardive n'est plus correcte, c'est plus courant. On pense toujours que l'instabilité a eu lieu, mais probablement beaucoup plus tôt, donc possiblement très tôt. Et qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait quelque chose comme ça. Bon, c'est une instabilité pas trop forte, mais c'est assez fort pour vraiment perturber le matériel qui, si c'était là, était dans la zone de la ceinture d'astéroïdes et même là où se formait Mars. Ouais. Donc, ce qui se passerait après ça, il y aurait une dernière phase d'impact géant parmi les planètes telluriques et on reproduit en fait très bien la structure du système solaire entier. Donc, le modèle d'instabilité précoce marche très bien aussi. Et vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que l'instabilité aurait eu lieu tôt? Et on a un nouveau résultat là-dessus, donc je vous explique juste très simplement l'idée. On a une nouvelle idée, c'est que la disparition du disque de gaz autour du jeune Soleil, c'est ça qui a déclenché l'instabilité des planètes géantes. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc là, on recule dans le temps, assez tard dans la vie du disque de gaz. Là, c'est le disque de gaz en coloré. On voit que Jupiter a grandi rapidement et a créé son sillon. Il y a des planètes géantes qui sont créées, qui sont déjà formées. Et on est presque dans la phase de dissipation du disque. Alors, comment les disques se dissipent? Quand la densité est assez basse, des photons énergétiques provenant du Soleil évaporent le gaz de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, je vais trop rapidement. Donc, quand il y a toujours le gaz, il y a toujours les planètes qui essayent de migrer vers l'intérieur, mais ils sont bloqués par Jupiter. Ça va être important. Et on est toujours dans la phase où il y a le disque. Donc, quand le disque commence à se disperser, ce qui arrive, c'est que là, il y a ce petit trou qui commence. Les photons énergétiques venant du Soleil, ils creusent un petit trou qui serait vers l'orbite de la Terre, probablement. Tout ce qui est très proche du Soleil, ça se dégage très rapidement. Et ensuite, c'est un peu comme un donut, avec le trou à l'intérieur qui grandit dans le temps. Et ce qui est important, c'est que quand ce trou grandit comme ça affecte la migration des planètes. Donc, ce que ça fait là, ce qu'on voit dans cette troisième image, c'est que le trou, il a dépassé l'orbite de Saturne et est en train de pousser Saturne vers l'extérieur. Par contre, les géants glacés, ils bougent vers l'intérieur. Donc, ça a l'effet de vraiment de rapprocher fortement les orbites des planètes géantes. Et ce que ça fait, ça déclenche une instabilité systématiquement. Donc, comme on a vu, ça c'est le même film qu'on a vu avant, mais je l'ai mis comme ça juste pour montrer que c'est ce genre de processus qui déclenche systématiquement ce genre d'instabilité. Et à la fin, après que l'instabilité est finie, on retrouve les orbites des planètes géantes comme on les a maintenant. Donc, c'est juste pour expliquer pourquoi l'instabilité des planètes géantes a peut-être eu lieu très tôt. Ouais. Donc, ça, c'est les 3 modèles qu'on a. Tous les 3
ils peuvent reproduire la structure du système solaire. Tous les trois peuvent expliquer pourquoi Mars est plus petit que la Terre, pourquoi on a de l'eau sur Terre, et on peut boire nos piña coladas. J'utilise les piña coladas pour représenter l'habitabilité dans ce contexte. Donc, ça, c'est les modèles de formation qu'on a maintenant. Et on a plus que 5000 exoplanètes maintenant, et on peut penser, ça, c'est des exemples des autres résultats de formation planétaire. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a des cas avec des planètes géantes sur des orbites très excentriques, ça va être très important. Et on a beaucoup de cas, les planètes les plus communs qu'on connaisse, c'est ce qu'on appelle les super-Terres ou les mini-Neptunes, des planètes qui sont beaucoup, beaucoup plus proches de leur étoile que Mercure du Soleil, et qui sont un peu plus grands que la Terre. Donc, typiquement entre la taille de la Terre et la taille de Neptune. Et certains sont des objets rocheux, on pense, des objets solides au moins, comme la Terre, mais un peu plus grands. D'autres sont plutôt des planètes un peu gazeuses, mais un peu plus petits que Neptune. Donc ça, c'est quelques exemples qu'on a. Et si on veut vraiment regarder ce qui aurait pu être différent, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Si on essaye de reproduire le système solaire, on peut se focaliser sur la Terre, et c'est un peu philosophique, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui rend la Terre vraiment spéciale? Il y a ce livre que j'adore, même si je ne suis pas d'accord avec les conclusions, c'est ce livre Rare Earth. Donc, j'étais en thèse pendant que, à l'université où les auteurs étaient des profs, et ils nous parlaient beaucoup de ça, et on avait beaucoup de discussions très controversées. C'était super. Donc, selon eux, pour avoir une Terre, une planète vraiment habitable pour des animaux, quoi, il faut vraiment beaucoup de choses qui soient vraiment correctes. Il faut qu'on soit dans le bon type de galaxie, le bon endroit dans cette galaxie. Il faut orbiter le bon type d'étoile. Il faut être à la bonne distance orbitale pour être dans la zone habitable. Il faut avoir le bon type de système planétaire. Il faut avoir la planète rocheuse qui est la bonne taille, la bonne masse, tout ça. Et il y a même plus que ces choses. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ces critères de terres rares qui mettaient en avant. Et moi, je pense que chacun qu'on regarde en détail, on voit que c'est peut-être, il y a des raisons de penser que c'est pas forcément le cas, que c'est aussi important que ça. Donc, je pense qu'on peut juste très simplement supposer que pour une planète soit habitable, il faut que la planète ait de l'eau et la bonne quantité d'énergie pour que l'eau soit potentiellement liquide. Donc, il faut que ce soit environ dans ce qu'on appelle la zone habitable. Mais on sait déjà que c'est pas dur d'avoir quelque chose qui marche pas. Donc, dans le système solaire, la Terre est bien au bon endroit, on a les plages, les piña coladas, mais juste à côté, on a Vénus, qui est quasiment jumeau de la Terre, sauf que c'est trop chaud, c'est plus chaud qu'un four à pizza. On va dans l'autre sens, il y a Mars, qui est officiellement dans la zone habitable, mais qui n'a pas d'atmosphère, qui est trop froid et qui est vraiment pas. Peut-être que c'était habitable auparavant, il y a un débat là-dessus, mais c'est pas habitable maintenant en tout cas. Donc là, on est là, notre système solaire est juste là, et on peut se poser la question de ce qui aurait été différent. Si les choses étaient juste aléatoirement un petit peu différentes, qu'est-ce que ça changerait? Donc ça revient un petit peu au puzzle, et là, je vais changer un peu de métaphore à une métaphore d'une omelette. Donc, comment est-ce qu'on fait une omelette? Il y a plein de façons. On prend les œufs, on les mélange, on met de l'huile, on les met dans la casserole et tout ça. Et donc, dans ce métaphore-là, on se pose la question, qu'est-ce qui changerait avec l'omelette qui sort si les choses étaient légèrement différentes? Donc, c'est probablement pas trop différent si on choisit cet œuf-là ou l'autre. Si on mélange les œufs très bien ou pas bien, ça ne va pas changer. Si on utilise le beurre ou l'huile d'olive, est-ce que ça va changer? Si on met la chaleur très très fort ou très très bas, est-ce que ça va changer? Si on utilise une spatule ou pas, est-ce que ça va changer? Donc, il y a un peu certains processus qui peuvent être très chaotiques, qui peuvent vraiment changer les choses, et des autres qui vont pas changer grand-chose. Par exemple, si on essaye de faire ça et la poêle était faite de plastique, ça va vraiment changer les choses. Si c'est fait en plastique et ça fond, ça ne va pas nous faire une autre omelette. Mais si on utilise 2 œufs ou 3, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, en termes des processus que j'ai discutés, il y en a qui sont assez robustes et il y en a qui sont aléatoires. Donc là, je mets juste à mon avis personnel, on peut les aligner comme ça.
les phases assez précoces de formation planétaire sont assez robustes. On voit que quasiment toutes les étoiles ont des disques autour. On pense que la formation de planétésimaux et d'embryons planétaires est assez robuste et ça a lieu vraiment beaucoup. Par contre, quand on vient aux phases plus tard, en particulier les phases de migration, d'impact géant, d'instabilité, ces processus-là sont très sensibles à des changements très petits et ce qui arrive peut changer beaucoup. Donc, on va voir ça un petit peu. Donc, je vais faire ça avec juste quelques expériences de pensée et je vais appeler ça les terres malchanceuses. Okay, donc, le premier, c'est les terres malchanceuses qui migrent un peu trop. Donc, imaginons que la Terre avait grandi un peu trop vite, un peu plus vite, pendant qu'il y avait beaucoup de gaz dans le disque autour du Soleil. Qu'est-ce qui aurait eu lieu? La Terre serait devenue assez grande pour migrer. Et ça aurait migré vers l'intérieur et ça aurait poussé les autres choses. Et boum, tout serait rassemblé près du Soleil. Ensuite, il y aurait une phase de collision. Et à la fin, on aurait quelque chose qui ressemble aux super-terres, des super-terres chaudes, quelque chose comme ça, pas à notre Terre à nous. Et en fait, ce modèle-là, c'est le modèle courant qu'on a développé pour expliquer les orbites des super-terres et des mini-Neptunes, qui marche très, très bien à reproduire ça. Et tout ce qui aurait déclenché ça dans le système solaire, c'est ou bien que la Terre aurait grandi un peu plus rapidement, ou que le noyau de Jupiter aurait migré à travers là où se formaient les planètes rocheuses, l'un ou l'autre. En tout cas, c'est pas bien, c'est trop chaud, il n'y a pas de pina coladas. Même si on connaît que les super-terres sont très abondants, ça c'est un cas iconique, le système Kepler-11, qui a 6 planètes, et 5 d'entre eux sont plus proches que Mercure du Soleil. Par contre, il y a certains cas où ça pourrait pas être le pire truc pour la vie, parce que si les planètes sont très proches de leur étoile comme ça, c'est pas trop mauvais si l'étoile centrale elle-même n'est pas très lumineuse, comme les cas extrêmes comme TRAPPIST-1. Ça, c'est un système que vous connaissez peut-être, où il y a 7 planètes qui sont tous environ la taille de la Terre, très proches de leur étoile, mais leur étoile est tellement peu lumineuse qu'il y en a plusieurs qui sont peut-être dans la zone habitable. Donc, peut-être ça, c'est un cas où ça peut marcher. Okay, terre malchanceuse numéro 2, pardon. C'est pas trop différent, c'est juste que Jupiter commence à faire le grand axe, mais va un peu trop loin. Donc Jupiter grandit, mais migre, Saturne ne se rattrape pas, migre à travers là où les planètes telluriques se forment, et ou bien ça détruit tous les planètes telluriques en les balançant dans le Soleil. Ça peut aussi avoir l'effet de vraiment très très bien mélanger les petits corps. Et on a fait des simulations il y a 15 ans maintenant, montrant que s'il y a une planète qui forme derrière un Jupiter chaud qui migre, cette planète-là aurait une zone ça accréterait des objets qui viennent de vraiment partout dans le disque. Et ça ferait une planète qui a vraiment beaucoup d'eau. Donc, si ces planètes comme ça se forment, il y aurait 10 ou même 100 fois plus d'eau qu'il y a sur Terre, qui serait assez intéressant. Donc, dans ce cas-là, ce serait une planète comme ça. On a fait des images d'artistes pour le sortie de presse quand on a eu cet article-là. Donc, ça, c'est la vision qu'on aurait d'une de ces planètes océans. Là, on voit le Jupiter chaud dans le ciel. C'est toujours le coucher du soleil dans ces images. Donc, on voit le Jupiter chaud qui est près de l'horizon. Ça peut avoir des anneaux dans ce cas-là. Et on voit une tempête qui devient grand, parce que les tempêtes sur la Terre deviennent très grandes sur l'océan et deviennent plus petites, plus faibles sur les continents. Donc, il y a une grande tempête qui vient, mais c'est juste le bon moment, ça ne bloque pas le coucher du soleil, c'est parfait. Ouais. Terre malchanceuse numéro 3, c'est quelque chose qui a vraiment pu... Ça, c'était peut-être le plus grand danger du système solaire jeune. C'est que l'instabilité de modèle de Nice soit plus fort. Donc, imaginons que tout est en train de bien se passer, il y a cette petite instabilité, mais au lieu d'avoir une instabilité assez faible, c'est une instabilité forte. Donc, c'est quoi qui différencie entre les deux? Pour nous, la différenciation, c'est qu'on est assez confiant que Saturne et Jupiter n'ont jamais eu de rencontre proche. Dans nos simulations, si Jupiter et Saturne ont une rencontre proche, ça détruit le système solaire. Ça balance toutes les planètes rocheuses sur le Soleil. D'habitude, parfois, ça les éjecte. Ça éjecte les planètes géantes. Il y a Jupiter qui survit avec une orbite très étirée, très excentrique, et on n'a pas de Terre.
Hein. Donc, dans le meilleur des cas, la Terre serait éjectée dans l'espace interstellaire. C'est toujours pas un cas super, mais on sait que ce genre de choses arrive parce qu'on sait qu'il y a pas mal de planètes flottantes. Donc, ah oui, j'ai mis de la musique pour celui-là. Ça, c'était un truc d'artiste fait par Hervé Bouis pour la sortie de presse d'un. On a trouvé une centaine de ces planètes flottantes. C'est tous des Jupiters, mais dans une région de formation d'étoiles. C'est cool, hein? Dans ce... Ok. Désolé. Euh, En tout cas, vous voyez là, les planètes flottantes sont intéressantes. Et on a même trouvé des planètes flottantes avec une méthode différente, avec la méthode des micro-lentilles, qui était seulement à peu près la masse de la Terre. Donc, on sait que les planètes flottantes existent, qu'il y en a beaucoup, et qu'il y en a même qui sont très petites en masse. Donc, c'est ce qui aurait pu avoir lieu s'il y avait une instabilité très forte dans le système solaire jeune. Terre malchanceuse numéro 4, c'est pas aussi malchanceux que ça, mais imaginons que pendant l'accrétion de la Terre avait accrété beaucoup plus de gaz du disque. Donc, au lieu d'avoir une fine couche d'atmosphère, qui est ce qu'on appelle une atmosphère secondaire, toute notre atmosphère vient de roches qui étaient dégazées de l'intérieur. Si l'atmosphère primaire existait, on pense qu'il y en avait une, mais elle est partie. Mais si cette atmosphère primaire avait survécu, s'il était beaucoup plus dense, au lieu d'être une Terre, on serait un mini-Neptune. On aurait une atmosphère dense d'hydrogène et d'hélium. On ne verrait pas d'étoiles dans le ciel. Ça serait très différent. Est-ce que ce serait mauvais en termes de vie? Ah, ben, il faudrait étudier l'implication pour les processus géologiques et potentiellement biologiques, ce genre de choses. En termes de la zone habitable, ça ne changerait pas autant que ça. Voici une image où on voit, sur l'axe Y, on voit le type d'étoile, donc la masse d'une étoile. Et sur l'axe horizontal, c'est la distance orbitale. Et ce qu'on voit là dans les différentes couleurs, c'est la zone habitable en faisant des différentes suppositions sur la nature de la planète. Donc en bleu, c'est des planètes vraiment comme la Terre. En rouge, ça, c'est des planètes qui sont assez secs, en fait. Ou ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau sur ces planètes, que l'eau en vapeur joue un rôle dans l'effet de serre. Et ça fait que les planètes peuvent être un peu plus proches du Soleil, en fait. Et en marron, ça, c'est la zone habitable de planètes qui ont beaucoup d'hydrogène dans l'atmosphère. Et en fait, il y a plusieurs articles qui montrent qu'il n'y a peut-être même pas de bord externe de la zone habitable dans ce cas-là. C'est possible que si la Terre était devenue un mini-Neptune et ensuite était balancée dans le milieu interstellaire, était éjectée, ça ne serait pas mauvais. C'est possible qu'on aurait pu garder l'eau liquide en surface parce que l'atmosphère en hydrogène serait vraiment une couverture vraiment très forte pour garder la chaleur. Ça serait très différent de la Terre qu'on connaît, mais ce n'est pas forcément mauvais pour l'eau liquide. Et la dernière Terre malchanceuse, c'est le cas d'une instabilité tardive, chaotique. Ça a été montré, en fait, que ce genre de choses peut avoir lieu. C'est que les planètes telluriques, de maintenant, dans le futur, peuvent rentrer en collision. Il y a une probabilité qui n'est pas très grande, d'environ 1%, que d'ici jusque quand le Soleil devient une géante rouge, dans à peu près 5 milliards d'années, il y aura une déstabilisation de l'orbite de Mercure en premier qui se propage parmi les planètes telluriques et qui fait qu'il y a une collision entre les planètes telluriques. Et ça serait mauvais, ça détruirait vraiment toute la vie sur Terre. Ah oui, voici une image d'une collision géante, comme ça. Et à la fin, je voulais juste dire, il y a aussi les autres possibilités de Terre malchanceuse. Jusque la Terre aurait pu facilement être juste différente. Donc, un peu plus petite ou un peu plus grande. On aurait pu ne pas avoir de lune ou avoir une lune différente ou avoir deux lunes. D'avoir grandi plus rapidement ou plus lentement. D'être un peu plus sec ou un peu plus hydraté. D'avoir une géologie plus active ou un peu moins active. Et c'est pas clair, on n'a pas la compréhension de savoir si c'est vraiment malchanceux ou peut-être certaines de ces caractéristiques seraient bien pour les cycles qui amènent qu'on a l'eau liquide sur Terre. Ça va dans l'espace qu'on aimerait connaître mieux, mais qu'on ne connaît pas super bien à ce jour. Et en termes de planètes autour d'autres étoiles, on a déjà pas mal d'exemples de planètes
proche de la taille de la Terre dans la zone habitable de leur étoile. Donc ça, je pense que c'est plus courant, mais on voit là une vingtaine de planètes qui sont autour d'autres étoiles et qui sont dans la zone habitable. Donc la zone habitable vraiment assez fiable, ce serait à l'extérieur de la ligne, à droite de la ligne jaune ici. Donc on voit la Terre ici, il y a plusieurs autres planètes qu'on connaît. Il y a Mars qui est officiellement dans la zone habitable. Donc, être dans la zone habitable, ça ne veut pas dire que la planète est forcément habitable, mais c'est au moins un critère qui va dans le bon sens. Okay. Et ça revient à la même discussion avant. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que une de ces planètes qui est dans la zone habitable soit vraiment habitable? Ces planètes-là ont déjà les bonnes orbites, donc la bonne quantité d'énergie. On ne sait pas si elles ont de l'eau ou elles ont des atmosphères, on ne sait pas encore. Et bien sûr, on ne sait pas du tout si elles sont dans la bonne galaxie, si on ne connaît pas leur état tectonique et on ne sait pas s'il y a des lunes, tout ça. On aimerait bien le savoir. Donc, à la fin, si on revient encore une fois à ce métaphore d'omelette, il y a toutes ces différentes possibilités. Si les choses étaient un petit peu différentes, et une façon assez rigolo, c'est quelle parmi ces omelettes est-ce que vous aimeriez manger? Là, c'est des différents omelettes que j'ai trouvées sur Google. Il y en a qui ont l'air assez mangeables, d'autres un peu moins. Celui-là, dans la poêle, on dirait des œufs, mais en fait, c'est des balles de tennis et du coton. Donc, on peut pas manger ça, c'est pas correct. Donc, je vous laisse un petit peu avec ça. Et juste pour finir, je veux remercier beaucoup de ces instituts qui ont fait que je suis astrophysicien maintenant. Si ça vous intéresse ce genre de discussion, j'ai ce blog, comme Hervé a dit, qui s'appelle planetplanet.net. Et récemment, j'ai écrit une série de 12 articles que j'ai appelé l'histoire du système solaire, qui explique les différentes phases. Et cette animation-là que vous voyez tourner, ça, c'est une animation qui vient de du dernier chapitre, la fin du système solaire. OK, je m'arrête là et je peux prendre des questions. Super, merci beaucoup Sean. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et apprécié ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vais prendre les questions telles qu'elles sont arrivées et qu'elles apparaissent dans le chat. Donc, je donne la parole à Alain. Si tu veux poser toi-même la question, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro. Sinon, je pose la question à ta place. On va dire, un peu répondu à la question. Ma première question, en tous les cas, c'était vide est arbitraire ou est justifié. Et tu as expliqué que on avait trouvé que dans l'évolution des astéroïdes, on pouvait très bien se retrouver avec des zones vides. Et alors, en fait, une autre, là, tu as terminé. La question qui se pose évidemment, c'est quelle est la probabilité de ces différents scénarios? Parce que, évidemment, on peut imaginer on est capable de dire. Ton son est très haché, Alain, et on t'a. Alors, attends. Tu vois, on a compris ta première question, qui était effectivement le fait que ce soit arbitraire ou justifié pour ce qui concerne l'hypothèse de la ceinture d'astéroïdes vide. Et après, j'ai l'impression que tu nous demandais s'il y avait peut-être des probabilités entre les trois modèles présentés par Sean, c'est bien ça? Non, les probabilités à la fin. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Oui, ça va mieux. Oui, c'est mieux. La vidéo. Est-ce que dans les différentes possibilités malchanceuses, bon, c'est évident qu'on peut en imaginer tout plein, mais quelles sont celles qui sont probables ou improbables? Et pour ça, a priori, se baser sur ce qu'on a trouvé d'exoplanètes. Oui, c'est exactement ça. C'est donc, on veut regarder toute la possibilité de ce qui peut avoir lieu et ensuite, avec l'échantillon d'exoplanètes qui est maintenant plus de 5000 planètes, on peut essayer de relier ça.
Donc, on sait très bien que les super-terres sont très communs. Donc, ça doit arriver beaucoup que la migration a eu lieu, au moins pour concentrer assez de masse proche d'une étoile pour former les super-terres et ce genre de choses. On sait que les planètes géantes deviennent d'habitude très instables. On n'a pas assez de données de planètes petites vers 1 AU pour vraiment évaluer la situation de la Terre, mais on peut déjà avoir des idées de quels branchements sont vraiment très communs et quels sont moins communs. OK. Merci. Alors, Sandrine Guerlet. Sandrine, si tu veux poser ta question. Ou si tu veux, je le lis Ouais, parce que je vois. Donc, elle a mentionné juste que c'est beaucoup une probabilité de 1% d'une collision malchanceuse. Donc, ça vient de la collision, je pense, peut-être entre la Terre et Vénus ou entre les planètes telluriques d'ici jusque quand le Soleil devient une géante rouge. Et oui, c'est pas mal. Donc, c'est assez grand comme probabilité, en fait. Donc, c'est pas zéro. Et ça viendrait juste du chaos. En fait, les détails sont très intéressants et ont été vraiment bien expliqués par Jacques Lascar à Paris, donc montrant que c'est possible en fait, que Mercure tombe dans une résonance avec Jupiter qui fait que son orbite devient de plus en plus excentrique et croise l'orbite de Vénus. Et ensuite, avec les rencontres proches avec Vénus, ça peut déclencher des trucs fous. Donc, c'est possible que ça arrive, oui. Oui, donc on est protégé à 99% au moins de ça, mais pas à 100%. C'est ça. Ok, merci. Daniel, est-ce que tu veux poser ta question? Ouais, si vous m'entendez là? Oui, Voilà. oui, très bien. Donc, ma question, ça portait sur la croissance des planétésimaux parce que dans l'exposé, là, on est passé des poussières de 1 mm et hop, à des planétésimaux. Pourquoi vous ne m'avez pas pris ma question? Non, en fait, parce qu'il y a Daniel, il y a toi, Daniel, et il y a Daniel Cordier. Je pense qu'il y a une incompréhension. Donc, on a Daniel Cordier il y a finir Daniel de poser suite, et Daniel Brio, effectivement, tu poseras ta question, on la prendra juste après, excuse-moi. Donc, ouais, donc le passage des poussières de 1 mm aux planétésimaux à 100 km en taille, là, ça se fait tout seul ou il y a toujours des difficultés à une taille caractéristique donnée? Ah oui, je vois, ok. C'est la barrière tu parles de la barrière du mètre et ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc, la barrière du mètre, c'était vraiment découvert en 77. Donc, c'était des calculs assez simples montrant que les interactions entre les poussières qui grandissent et le disque de gaz fait que ces poussières, quand ils sont plus grands qu'une certaine taille, ressentent un vent de face qui fait qu'ils perdent de l'énergie orbitale et donc ils font un spirale vers l'étoile. Et la barrière du mètre, ça vient du fait qu'avec un certain modèle pour le disque, la taille à laquelle ce drift est le plus rapide, c'est à la taille du mètre. Avec des disques plus courants, ça se passe plutôt vers le centimètre. C'est la même chose. Donc, auparavant, c'était montré que si ces corps veulent grandir de poussière jusque des planétésimaux, ils doivent passer par les objets de cette taille. Donc, les objets de cette taille tombent sur l'étoile très rapidement, donc on ne peut jamais faire grandir des objets. Okay? Donc, il n'y a pas de planète. Donc, ce n'était pas satisfaisant, c'était vraiment pas connu comment on franchissait cette barrière. Et les nouveaux modèles qui datent des derniers 10-15 ans montrent que c'est bien le cas que les poussières, quand ils grandissent, ils commencent à bouger dans le gaz, mais ça ne veut pas dire qu'ils tombent sur l'étoile et que c'est la fin. Plutôt, ils peuvent être concentrés dans certains endroits. Et quand les poussières sont assez concentrées dans certains endroits, c'est là que les instabilités comme l'instabilité de streaming sont déclenchées. Donc, il faut une concentration juste d'une facteur de 3, 4, 5, quelque chose comme ça, en termes de poussière, dans un certain endroit, qui peut arriver naturellement s'il y a une discontinuité légère de pression. Et ensuite, il y a assez de poussière que ça déclenche cette instabilité et ça crée directement, à partir de petits objets, des gros. Donc, ça saute effectivement cette barrière qu'on appelait avant.
Donc, c'est là où on est de la croissance de planétésimaux. C'est vraiment un champ d'étude très intéressant. Ça a beaucoup évolué dans les derniers 10-15 ans. Merci. Merci. Donc, à ton tour cette fois-ci, Daniel. Oui, alors attends, bon, d'accord, je mets L'autre Daniel maintenant. OK. Voilà. l'autre Daniel. Attends, tu m'as bloqué. Non, je t'ai pas bloqué. Ils me disent on ne peut pas démarrer la vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Ah, excuse-moi, parce que je pense que tu l'avais Démarrer. lancé par erreur au début et je te l'ai fermé. Oh, bah, par erreur, c'est pas par erreur. Ah, pardon. Bon. J'ai pas un mot. C'est bon là? Oui, vas-y, on te voit et on t'entend. Bah oui, mais moi je me vois pas. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, en Bon, tout cas, alors la tu vois question très c'est bien. donc est-ce qu'il existe des modèles qui créent des planètes doubles? Parce que Oui, c'est une... Oh, pardon, allez-y. jusqu'à présent on n'en connaît pas, mais on ne peut pas savoir. Donc les planètes doubles, ça serait vraiment deux planètes de la même taille qui s'orbitent? Un peu comme la Terre et la Lune en fait. Ouais. Mais qui seraient nés ensemble, pas qui seraient à la suite, qui seraient une coexistence, hein, comme la Terre et la Lune, mais la Terre et la Lune donc, qui sont nés après une bataille. Mais là, ça serait une naissance calme. Ah, OK. Oui, ça existe des autres modèles pour la capture de lune. Par exemple, il y a des modèles qui peuvent capturer des lunes de façon différente. Là, ce qu'on a maintenant, tous les modèles qui créent des systèmes où les planètes et les lunes sont très massives par rapport aux planètes, comme le système Terre-Lune, le système Pluto-Charon. Ces systèmes-là, ils sortent, les modèles courants pour ça sortent de collisions. Vous avez raison. C'est vrai que ça Mais existe pour les petites planètes. Ça existe pour les petites planètes et pas pour les grosses jusqu'à présent. Mais pour les grosses, oui, on n'a pas. Normalement, pour les grosses, si on voulait avoir deux Jupiter qui tournaient autour l'une de l'autre, je pense que ça serait pas stable parce ça se formerait avec tellement de gaz, qu'il y aurait tellement d'amortissement que ça les ferait rentrer en collision. oui, mais une double Terre, on pourrait imaginer une double Terre. Oui, je pense qu'on peut imaginer ça. Je pense que ça doit exister. Exactement les conditions qu'il faut pour que ça soit formé, on ne les connaît pas exactement, mais je pense que ça doit exister. Et alors, une autre question, est-ce que, bon, vous avez parlé de le disque qui s'arrête juste avant, qu'il n'y a pas le disque qui ne va pas jusqu'à l'étoile. Alors, est-ce qu'on a une bonne théorie pour expliquer le gap entre l'étoile et le disque, ou est-ce que simplement qu'on a inventé ça pour éviter que toutes les planètes ne tombent sur l'étoile? Est-ce que c'est un machin ad hoc? Donc l'idée qu'il y a un bord interne du disque, ça vient beaucoup avant qu'on avait ces problèmes avec les planètes qui tombaient dessus. Oui, Donc c'est un cette peu ad idée-là, hoc. ça vient de... l'idée, c'est que le bord interne du disque, ce serait là où l'orbite autour, c'est à peu près le même que l'orbite... c'est l'endroit de corrotation en fait avec l'étoile, c'est là où il y a des lignes de champ magnétique qui D'accord. connecteraient le disque à l'étoile. Donc l'accrétion sur l'étoile se ferait dans le disque, le gaz va dans le disque, mais ça ne touche pas l'étoile. À la fin, ça fait des choses, ça fait l'accrétion de Alfvén sur les champs C'est magnétiques. commode le magnétisme pour expliquer des choses qu'on ne sait pas expliquer. Oui, c'est ça, c'est le mieux. Il faut utiliser ça et ça peut expliquer ce qu'on veut. Là, je suis un peu cynique, hein. Bon, merci, Non, merci. je comprends. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Daniel. Et une question donc, de Thibault Lebert que je peux lire, à moins que vous Non, vouliez vous la pouvez la poser. lire, bien sûr. Non, bah, En fait, je me posais la question de savoir, enfin, j'avais entendu dire qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide dans un satellite tel que Europe, et donc j'aurais voulu avoir le point sur la question. Merci. Ah oui, je vois dans la question que j'exclus pas la possibilité de vie dans les océans de subsurface des satellites glacés. Donc, on connaît assez bien, on est assez confiant qu'il y a des océans en dessous de la glace sur Europe, sur Ganymède, possiblement sur d'autres petits corps du système solaire, des gros parmi les petits corps du système solaire. Et donc, c'est possible qu'il y ait l'eau liquide qui survit pendant longtemps dans ces environs-là. Donc, je pense que ça, c'est déjà connu et bien étudié. Est-ce qu'il peut y avoir la vie dans ces endroits-là? Je ne peux pas facilement répondre à ça. Je pense que c'est les choses qu'il faut aller tester et voir si c'est là. Ou sinon, il y a des gens qui réfléchissent aux cycles géologiques qui peuvent être en place théoriquement dans ce genre d'endroit. En tout cas, je n'ai pas une bonne réponse à ça.
Merci. Je vois une question de Thierry ou une remarque. Thierry, tu peux prendre la parole. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. J'avais juste commencé ma question. C'est que, bon, d'abord, bravo, Sean, c'était tout à fait passionnant. Pour moi, ça m'a remis un certain nombre de choses en place parce que je n'avais pas tout suivi en détail. Écoute, moi, je rajouterais une couche. En ce qui concerne le système solaire, puisque c'est le système de référence dans ton exposé, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'indications que le Soleil en fait est né dans une association d'étoiles et non pas de façon isolée. Ces indications sont en général d'origine nucléaire, hein, c'est la présence de c'est dans les météorites les indications qu'il y a eu de la lumière 26, qu'il y a eu ces fameuses radioactivités éteintes dont notre ami Mathieu Gounel nous a longuement parlé. Donc, dans un tel environnement, en fait, quand on pense à l'évolution du système solaire et de la Terre, je ne suis pas sûr que la comparaison, disons, avec les systèmes isolés, parce que ce que tu as montré, c'est des étoiles isolées qui ont des planètes maintenant, etc., soit complètement pertinente quand on veut comparer au système solaire à cause de cette présence d'étoiles, en fait, de cette formation multiple d'étoiles, en fait, qui vont, le prototype étant Orion, on voit bien les proplydes, les fameux proplydes, etc., dans un milieu qui est où il y a des explosions de supernovae, bon, ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais surtout dans un milieu extérieur très ionisant. Donc, est-ce que ça ne va pas quand même changer un petit peu les idées qu'on a sur la formation des systèmes planétaires dans ces conditions? Ah, merci, c'est une très bonne remarque. Donc ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit pas mal depuis quelques années et je suis en train d'écrire un article sur le sujet maintenant. Donc, tu as absolument raison. C'est clair que le Soleil s'est formé dans un amas. Exactement les caractéristiques de l'amas, c'est un peu débattu, mais au moins, il fallait avoir une étoile assez massive pour injecter l'aluminium 26 là-dedans. C'est pas possible que ça aurait été aussi dense pour détruire le système solaire externe. Donc, il y a des contraintes qu'on peut mettre comme ça. À la fin, ça a sûrement eu un effet sur le système solaire jeune en termes du système externe en particulier. À la fin, qu'est-ce que ça changerait si on regarde puisque ce genre d'amas ne survit pas plus que 10 ou 100 millions d'années, à la fin, la grande majorité des étoiles qu'on voit qui sont tout seuls maintenant, ils ont grandi dans ce genre dans un amas ou un autre. Et donc, c'est intéressant de voir ça. C'est comme les gens qui sont allés à des différents types d'écoles, qui ont eu des différentes situations familiales. Et à la fin, ils sont tous ensemble avec des histoires différentes. Et ça change un petit peu la comparaison. On voit que les gens qui viennent qui ont eu certaines vies familiales, ils ont certaines caractéristiques et comme ça. Donc, on aimerait bien pouvoir faire le lien entre ces choses-là. Donc, il y a des études théoriques qui essayent de faire ça. Là, en ce moment, on a des simulations de la formation du système solaire où on le met autour d'une étoile et l'étoile est dans un amas qui bouge comme ça. Et il y a des trucs intéressants qui ont lieu. Et donc, ça, c'est le côté le côté théorique. Mais en principe, on aimerait bien pouvoir comparer ce genre de prédiction théorique avec des données où on peut avoir une idée de certaines étoiles qui sont formées dans certains types d'amas et d'autres dans d'autres. Et je pense qu'on est vraiment au début de pouvoir faire ça. Donc, j'apprécie bien ton point de vue et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas beaucoup de réponses très fermes en ce moment, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit. Est-ce que je peux donner une petite suite à ma question? Oui, bien sûr. Oui. Alors, voilà, parce que je ne voudrais pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. Oui, alors, ça me mène à une chose. Alors, merci de ton appréciation, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez fascinant, en fait, de plonger, disons, la formation stellaire et éventuellement du système solaire dans un milieu stellaire complexe et pas seulement une seule étoile. Maintenant, lorsque tu parles des circonstances heureuses ou malheureuses, il y a une chose que tu n'as pas faite, enfin, ou du moins qui n'était pas tout à fait claire pour moi, c'est quelle est la chronologie de ces branchements auxquels tu as fait allusion. Alors, effectivement, il y a des branchements vers
une possibilité vers une autre, mais ces branchements, ils n'arrivent pas tous au même moment. Il y en a peut-être justement qui peuvent arriver très très tôt dans l'évolution des disques. Par exemple, dans les simulations de Frédéric Masset, etc., le disque est encore très présent, le gaz est encore présent, les planètes viennent juste de se former. Est-ce que justement, à ce moment-là, ces branchements et ces facteurs favorables ou défavorables, il n'y en a pas déjà, pour reprendre comment dirais-je, ta métaphore de la foule avec des enfants qui naissent dans des conditions différentes, on sait très bien que dans la famille, il peut y avoir des conditions déterminantes quand on est tout bébé, tout jeune, etc. Et est-ce que finalement, il n'y a pas disons, c'est peut-être prématuré, mais simplement une réflexion à avoir sur quels sont les moments critiques pour avoir telle ou telle orientation vers le futur, après lesquels, bon, il y en a d'autres, tu en as monté, le chaos, etc. Mais est-ce que très tôt, il n'y a pas aussi des branchements qui vont faire que telle ou telle planète se forme à telle ou telle distance? Oui, oui, c'est une bonne remarque. Je pense que la chronologie est super importante. Et c'est vrai, je n'ai pas entré beaucoup là-dedans dans cet exposé. Mais je pense en fait, comme tu dis, très tôt, il y a pas mal il y a beaucoup qui se passe très tôt parce qu'il y a des effets il y a le disque qui est là, il y a l'effet de l'environnement stellaire sur le disque. Par exemple, si une étoile passe assez proche d'étoiles très énergétiques comme les étoiles OB, ça peut évaporer pas mal du disque. Il y a plein d'effets qui peuvent avoir lieu très tôt, juste parce que c'est là où toutes les choses sont rassemblées. Il y a beaucoup qui se passe rapidement et les objets sont les plus près les uns des autres. Ensuite, après que l'amas d'étoiles s'en va, après que le disque de gaz s'en va, la majorité de ces branchements sont finis. Et il y en a qui restent, comme le chaos à long terme. Et ceux-là sont très étudiés parce qu'ils sont plus faciles à étudier, parce qu'on n'a pas besoin de prendre en compte autant de facteurs. Donc, je pense que ces choses-là qui sont moins probables sont beaucoup plus dans la littérature à cause de ça, juste parce que c'est des problèmes plus abordables. Mais je pense que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses très tôt qui doivent être très, très importantes. Oui, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Excuse-moi de t'avoir un peu taquiné là, avec tout ça. Merci. Et alors, on va prendre une dernière question. Donc, Guillaume Colliac. Donc, si soit vous la posez, soit je la pose. Alors, donc la question, c'est par quelle technique de spectroscopie peut-on savoir qu'il y a de l'eau liquide sur Europe? OK. Donc ça, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai vu des gens discuter d'être confiants qu'il y avait des océans liquides en regardant les moments gravitationnels d'Europe, en regardant, je pense avoir vu qu'ils ont trouvé des sels, des choses qui ont évaporé sur la surface, qu'on pense a eu lieu parce qu'il y avait de l'eau qui est sortie. À part ça, je demanderais, honnêtement, si j'avais la question, je demanderais à quelqu'un d'autre parmi l'audience pour répondre mieux que moi, parce que je ne connais pas plus que ça, honnêtement. Si De toute quelqu'un façon, d'autre. pour répondre sur la spectroscopie, de toute façon, quand on regarde par spectroscopie la surface, on voit de l'eau, mais c'est de la glace. Et Ouais. puis l'eau liquide, c'est une combinaison de modèles de structures internes qui sont joints avec ce que tu disais, Sean, des observations indirectes. Alors, si j'ai bonne mémoire, il y a un champ magnétique induit qui laisse montrer qu'il y a quelque chose il y a un fluide salé dans la structure interne, la manière dont il tourne sur lui-même, un peu comme un œuf dur et un œuf pas dur, qui est très exagéré, mais fournit des indications. Mais on n'a jamais vu l'eau liquide, mais tout porte à croire qu'il y a bien du liquide à l'intérieur. Mais bon, c'est pas plus ma spécialité que la tienne. En tout cas, merci. Déjà, merci à tous les participants qui sont inscrits, qui ont participé à la discussion. Et puis surtout, merci beaucoup à toi, Sean, parce que tu as fait. Voilà, tu dis que tu vois les choses un peu comme une bande dessinée et que c'est comme ça que
que tu travailles et que tu progresses. Mais bon, je sais que derrière, il y a des équations, il y a du calcul, il y a beaucoup de travail et tu as fait un remarquable travail de synthèse et d'explication pour que tout ton travail soit accessible au plus grand nombre. Donc, Merci. merci. Et puis, je mettrai, si tu es d'accord, hein, Sean, hein, je mettrai ton enregistrement en ligne Ouais, sur. pas de souci. C'est OK pour moi. Parfait. Eh bien, bonne soirée. Et puis, une prochaine fois, on vous annoncera le prochain webinaire je pense, d'ici quelques semaines. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.